Demandé à 3 jeunes élèves issus de l'école d'ingénieurs de Grenoble INP Pagora de très rapidement vous décrire comment eux voient l'entreprise 4.0 de demain, et ça introduira donc les échanges que vous pourrez avoir dans l'heure qui suit. Bonjour à tous, Imola Piala, 3e année à Grenoble INP Pagora. Alors nous, ce que l'on souhaitait mettre en avant dans cette introduction de table ronde, c'est quelles sont en gros nos attentes et notre vision par rapport au futur dans l'entreprise 4.0. Comment nous, en tant qu'étudiants, mais également nous sommes tous les 3 apprentis, donc nous avons déjà un peu un pied dans l'entreprise. Comment nous voyons en fait cette évolution dans l'entreprise. Donc ça va se passer bien évidemment par pas une transposition, mais une migration un peu de compétences. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que c'est encore les humains qui font, mais qui vont être bientôt remplacées par des machines. Mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre des compétences, on va juste les développer. Il y aura une certaine complémentarité homme-machine. Donc ça, c'est des choses que, en tant que futur manager, on va vraiment devoir prendre en considération. Comment permettre aux employés, aux personnes de se développer, de continuer à développer leurs compétences personnelles en complémentarité avec la machine. Donc ça va être vraiment un point, je ne sais pas si vous allez l'aborder, mais nous, on s'intéresse beaucoup à ce sujet. Donc dans l'entreprise 4.0, il y aura une grande partie qui va être l'aide à la décision. Donc en fait, on va venir de plus en plus, par le biais des machines, qui vont venir aider le choix de l'ingénieur dans certaines décisions. Et ça, c'est un phénomène important puisque au jour d'aujourd'hui, l'ingénieur, il va prendre des décisions. C'est lui qui, par le biais de son expérience, de ce qu'il a vu théoriquement en cours et de toute son approche scientifique, va faire qu'il peut prendre telle ou telle décision. Donc pour nous, ça, c'était un point clé de l'ingénieur qui aujourd'hui va être légèrement modifié puisque l'aide à la décision va de plus en plus s'améliorer et va devenir va prendre de plus en plus de paramètres en compte. Et donc tout ceci va venir, on va dire, presque disparaître dans le statut de l'ingénieur. Or, donc nous, on voit toujours l'ingénieur comme quelqu'un qui va superviser finalement cette aide à la décision, une personne qui va pouvoir donner un sens critique par rapport à ce que la machine va donner. Et plus encore, on va avoir le rôle de cadre et de manager dans les entreprises. Donc c'est ce que les écoles commencent à faire aujourd'hui, c'est-à-dire que les ingénieurs vont de plus en plus avoir de cours de management et de plus en plus avoir le rôle de cadre et on va dire, de superviseur dans les entreprises. Voilà. Merci de votre attention. Ah, tu voulais parler ? Pardon. Moi, je suis alternant à Paragon Identification. Je pense au contraire que l'usine 4.0 peut entraîner, par la digitalisation, etc., des données, des pertes de compétences par rapport aux cadres, aux ouvriers aussi. Je peux faire un peu l'analogie avec le fait d'utiliser maintenant Internet, ou même le GPS. On a perdu certains acquis et on devient plus dépendant de la technologie d'aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là dans la digitalisation de nos industries. Merci. J'aurais leur poser la question qu'ils n'ont pas préparée. C'est trop facile, celle qu'ils ont préparée, n'est-ce pas ? C'est qu'est-ce que vous en attendez de l'entreprise ? C'est pas comment vous la voyez, c'est qu'est-ce que vous en attendez ? Je pense que maintenant, les jeunes, je vais parler de ma catégorie, les jeunes cherchent plus un confort dans l'entreprise plutôt que l'aspect financier. Moi, par exemple, je vais préférer un travail dans lequel je me sentirai le mieux plutôt qu'un travail où je serai mieux payé, mais dans des conditions de travail qui ne me correspondent pas. Voilà. Donc, pour ma part, je cherche plus un climat social dans lequel je pourrais m'épanouir. Moi, ce que je souhaite également ajouter, c'est que en fait, il faut aussi que les industriels ou tout employeur aient conscience que maintenant, les jeunes, ils vont être amenés à beaucoup plus bouger, que ce soit dans une même entreprise, mais sur différents sites, ou que ce soit carrément en changeant d'entreprise.
Et en fait, il ne faut pas que ça fasse peur aux industriels parce que c'est le monde qui évolue comme ça. Les jeunes ont envie de mobilité. Et il faut que même dans un climat comme cela, on réussisse en arrivant dans une entreprise à être accompagné, à développer des compétences qui seront, ce sera un truc donnant-donnant avec l'entreprise. On va quand même leur apporter des choses. Mais tout en sachant derrière qu'on va pas direct partir au bout de 2 ans. Peut-être qu'on va rester. Peut-être que ça va nous plaire indéfiniment. Hein, je pars pas dans l'optique de changer directement d'emploi, par exemple, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et faut pas que ce soit un frein en fait. Faut que ça permette quand même de se développer dans les 2 sens pour l'entreprise et pour les employés. Et voilà, cet accompagnement au développement personnel, c'est un aspect qu'on attend. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais présenter sans plus tarder les intervenants de cette 2e table ronde. Bernard de Galambert, directeur des affaires sociales du CEPI. Vous êtes diplômé en économie avec une spécialisation en affaires européennes, mais également en ressources humaines. Emmanuel Lavergne, vous êtes fondateur, consultant, transformation et coach professionnel. Vous avez exercé d'importantes responsabilités de transformation leader et DRH dans de grandes entreprises et différents secteurs, industrie, BTP, technologie. Et récemment, vous avez créé votre propre structure, Tomo2 Paris, pour aider les organisations et dirigeants à réussir des transformations durables. Mathieu Dufour, vous êtes délégué général Unidis, le syndicat patronal représentatif de l'intersecteur du papier-carton qui compte 1200 entreprises et 130 000 salariés. Et dans ce cadre, donc, vous pilotez 3 structures, l'Observatoire des métiers et des compétences, Unidis Stratégie et Avenir et l'AFIFOR, l'organisme en charge des écoles et de l'attractivité. Gaël Fouillard, vous êtes directeur exécutif Education de Grenoble École de Management. Donc vous pilotez l'ensemble de l'activité formation continue, programme certifiant et diplômant, dont une partie en alternance et programme sur mesure. Et vous vous intéressez donc tout particulièrement à la formation initiale et continue, aux pédagogies alternatives et au développement des compétences. Alors peut-être pour démarrer avec Monsieur de Galambert, on le sait, beaucoup de choses se jouent aujourd'hui à l'échelle européenne, y compris le dialogue social. Et depuis 2010, le CEPI et le syndicat international Industrial se sont engagés dans un dialogue social sectoriel en lien avec la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur les dernières nouvelles en la matière ? Oui, bonjour. Bon après-midi, du moins. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le CEPI, c'est la Confédération européenne des industries papetières. Je sais qu'on est friand d'acronymes, mais j'ai une certaine aversion, moi, pour ne pas être clair et explicite. Il existe 42 dialogues sociaux au plan européen, c'est-à-dire finalement assez peu au regard du nombre de secteurs économiques qui opèrent dans la sphère européenne. Et donc c'est vrai qu'on a une certaine fierté à en avoir un pour l'industrie papetière. Dialogue social qu'on a initié en 2010 et qui nous permet de poser avec les syndicats des diagnostics sur l'impact des politiques européennes en matière sociale. Et quand je dis l'impact des politiques européennes, ça n'est pas uniquement les politiques sociales européennes, mais c'est finalement l'ensemble des décisions qui sont prises, qu'elles soient économiques, environnementales, climatiques et autres, et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les entreprises, leur compétitivité, leur croissance et les emplois. Et donc à travers ce dialogue social, on a établi finalement un certain nombre de diagnostics et qui sont, je pense, tout à fait valables ici en France et qui le sont même au plan global, international, parce que j'ai l'occasion de parler avec des partenaires aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie, en Chine et ailleurs. Et le diagnostic que l'on fait, c'est que la main-d'œuvre qui travaille en industrie papetière vieillit. Qu'elle vieillit et que derrière, la relève n'est pas assurée. Alors, on est content de voir que les jeunes sont venus sur scène et qu'il y en a qui croient à l'avenir de l'industrie et à leur avenir dans l'industrie. Mais la réalité du terrain, c'est que finalement, il est difficile d'attirer les jeunes pour travailler dans une industrie qui est considérée partout à travers le monde comme vieille, low-tech, basse technologie, polluante, peu attractives et dans lesquelles les conditions d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ne sont pas garanties.
Donc ça, c'est un peu le diagnostic qu'on pose et sur lequel, ensemble avec les syndicats, on essaye de réfléchir et de voir dans quelle mesure on peut influer sur les politiques européennes pour infléchir ce développement, cette tendance. Alors, pourtant, malgré tout, il y a des changements énormes qui se profilent avec l'industrie 4.0, des conséquences sur les métiers et les compétences en papeterie. Quelle analyse vous en faites justement par rapport à ça? Quels sont les impacts potentiels? Alors il y a plusieurs changements. L'industrie 4.0 en est un. Il y en a un autre qui est parfaitement illustré dans ce salon. Si on visite l'exposition de CTP LGP2, c'est ce qu'en Europe on appelle du doux nom de bioéconomie, c'est-à-dire le développement de tous les produits biosourcés, au-delà même de la pâte, du papier et des produits bois traditionnels, qui eux aussi vont demander d'autres savoir-faire, d'autres compétences dans l'industrie que ceux dont nous avons besoin aujourd'hui. Un chiffre pour moi un peu intéressant et interpellant, le Centre européen pour la formation professionnelle a fait une analyse du niveau de qualification moyen en Europe. Le constat est que 30% des travailleurs adultes en Europe sont en déficit de qualification et de compétences. 30%, 1 sur 3, c'est considérable. C'est la moyenne européenne. Pour la France, on est à 1 sur 4, 25% d'après le CDFOP. C'est pas négligeable, ça démontre l'effort qui est à fournir dans ce domaine. Industrie 4.0, d'un point de vue syndical, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai peur pour mon emploi. C'est le premier message. Demain, je vais être remplacé par un robot. Demain, je ferai quoi? J'ai peur pour mon emploi. Deuxième élément important, et j'écoutais d'une demi-oreille l'intervention de la présentation précédente, c'est le respect de la vie privée et notamment des données personnelles. Industrie 4.0, c'est le big data. Et pour les employés et pour les travailleurs, c'est extrêmement préoccupant aussi. Que va-t-on faire des données? Est-ce que ça va signifier un flicage permanent aussi par rapport à leur vie professionnelle, leur vie privée, etc. Donc, c'est des vrais défis pour les employeurs et pour les travailleurs que nous devons relever. Et donc là-dessus, nous avons travaillé avec CEPI pour essayer de mesurer dans quelle mesure les personnels étaient aujourd'hui qualifiés et si demain, ils auraient les qualifications pour faire face à ces défis. Et donc, je le montre ici. En fait, en 2016, nous avons produit avec les syndicats de travailleurs une publication sur les futures compétences qui seront nécessaires dans notre industrie et qui montre combien les employeurs sont à la fois inquiets en termes de recrutement et combien les trajectoires et les curriculums qui sont délivrés pour le moment ne sont pas en adéquation ni avec les besoins d'aujourd'hui et encore moins avec les besoins de demain. Alors Mathieu Dufour, justement, par rapport à ce que vient de dire Monsieur de Galambert, ce niveau de compétence donc, des salariés qui n'est pas assez élevé finalement pour répondre à ces besoins, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors là, je ne peux que abonder, c'est ce qu'on appelle vulgairement le mismatching. Et c'est ce qui étonne toujours l'opinion publique, c'est de se dire pourquoi on a des millions de chômeurs et pourquoi d'un autre côté, on entend toujours qu'il y a des postes qui sont non pourvus. Et le principal déficit, c'est pas l'envie ou non de travailler ou de traverser la rue, comme diraient certains, mais c'est plus ce déficit, cet écart entre les compétences attendues par les entreprises et les compétences qui existent sur le marché du travail. Et malheureusement, ce phénomène va aller en s'accélérant si on fait rien, parce qu'on va avoir de plus en plus avec le vieillissement de la population active et principalement en industrie, de plus en plus de départs sur des postes peu qualifiés et une nécessaire montée en compétences de nos collaborateurs. Donc qui dit montée en compétences dit qu'il faut accompagner. Donc on est face à un énorme défi qu'il faut relever, parce qu'en plus l'industrie 4.0, donc le numérique, va encore plus accélérer le phénomène, que ce soit en matière de processus de conception. On ne va plus du tout concevoir les produits de la même façon, on ne va plus du tout produire de la même façon. Les relations entre clients vont être de plus en plus différentes. Je ne dis pas qu'on va tous tomber dans l'ubérisation, mais il faut tous s'interroger sur notre modèle avec le client, avec nos producteurs et sur notre façon de manager en interne. Il faut sortir de ce cadre. Donc effectivement, là-dessus, il y a une révolution numérique
qui inclut donc des risques et des opportunités. La France est à la croisée des chemins, je considère, qu'il y a une redistribution des cartes à venir au niveau de l'économie internationale, que la France peut, si elle prend bien le sujet, peut regagner quelques places de part de marché qu'elle a perdues, ou alors descendre encore un peu plus dans le classement de l'industrie. Donc là, on a des vraies problématiques. Et donc c'est peut-être une autre question que vous allez me poser, où j'enchaîne tout de suite. Oui, alors je voulais peut-être, par rapport à Monsieur de Galambert, sur les préconisations du CEPI pour faire face justement à cette inadéquation croissante entre offre et demande. Oui, donc les préconisations, de nouveau, nous avons vu, parce qu'il faut dire que l'UNIDIS, etc., était associé à ce projet européen dont je fais état aujourd'hui. Donc nous avons bien entendu une vision hélicoptère, puisque c'est au plan européen. Donc après, il faut traduire et spécifier probablement un peu la chose en fonction de chaque situation nationale. Mais je vais chausser mes lunettes pour être sûr de ne pas dire de bêtises, parce que nous avons 8 préconisations. Le constat qu'on a fait, d'une part, c'est qu'il fallait promouvoir plus de polyvalence. L'hyperspécialisation dans les tâches ne sera probablement plus ce qui est nécessaire à l'avenir dans nos secteurs. Deuxièmement, et ça paraît une évidence, mais finalement, c'est bon de le répéter, c'est assurer encore plus de formation continue et d'offres de requalification, le reskilling, comme on dit en anglais. J'ai dû chercher les traductions parce que, à force de parler anglais, favoriser la mobilité au sein de l'entreprise, entre les entreprises et entre les États. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui, pour le moment, n'existe pas nécessairement. On est tous bien conscients du processus de Bologne, qui est celui qui permet de reconnaître plus ou moins l'équivalence des diplômes universitaires. Il n'existe rien d'équivalent sur les certifications en matière de formation professionnelle, d'apprentissage, etc. Donc une fois que vous êtes sorti de ce type de filière, est-ce que vous pouvez partir d'Espagne et aller travailler en Suède et avoir les mêmes chances qu'un Suédois? Si tel était le cas, je ne sais pas. Développer des mécanismes d'anticipation des besoins en compétences. Nous sommes en train de candidater pour le moment à un projet européen qui vise exactement à ça. C'est d'une part promouvoir l'attractivité de nos entreprises et des secteurs industriels, mais aussi voir dans quelle mesure on arrive à identifier, au-delà d'avoir une boule de cristal, quels seront les besoins en compétences futures. Qu'est-ce que la bioéconomie de demain va nécessiter? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le dire de façon à peu près certaine? Ça n'est pas évident. Il faut essayer de faire cet effort-là. Encourager le mentorat, c'est-à-dire comment faire en sorte que les connaissances silencieuses des plus âgés dans nos entreprises soient transmises aux plus jeunes, pour autant que les plus jeunes frappent à la porte, parce que c'était bien le défi que j'avais soulevé initialement. Et enfin, et ça c'est plus un message vis-à-vis de l'Europe, promouvoir une espèce d'approche européenne de guichet unique. Il existe une quantité d'instruments européens, que ça s'appelle Erasmus+, pour promouvoir les échanges, EURES, Europass, EuroCV, j'en passe et des meilleurs, qui sont toute une série d'outils qu'on connaît plus ou moins, qui permettraient de favoriser la mobilité, etc. Mais la multiplication de ces outils est telle que finalement tout le monde se perd dans le labyrinthe, et nous, Fédération européenne, on appelle bien entendu l'Europe à faire un peu le ménage dans les écuries d'Augias. Merci. Mathieu Dufour, vous souhaitiez apporter quelques précisions? Oui, parce que je plantais le décor et du nouveau défi, le défi des compétences. Et nous, pour relever ce défi des compétences, on pense qu'il faut repenser globalement le système de la formation initiale et le système de la formation continue. Alors sur la formation initiale, j'ai moins de levier parce que ça reste quand même très étatique, même si on dispose d'institutions via nos CFA pour former nos jeunes. Sur la formation initiale, nous, en tant qu'organisation professionnelle, on s'est dit il faut embarquer nos entreprises vers le 4.0. Le digital modifie la façon d'accéder à la connaissance, mais modifie aussi la façon d'apprendre. Et du coup, le digital qui devient un problème peut devenir aussi une solution. Et dans cette solution, on a voulu créer un écosystème de formation. Et cet écosystème de formation a un nom pour nous, pour notre branche. C'est une plateforme de formation digitale qui s'appelle My Learning Fab. Donc on est l'une des tout à l'heure, effectivement. On est l'une des premières branches industrielles. Donc on ne fait pas 130 000 salariés. 130 000 salariés, c'était ma précédente branche. Je viens de perdre quelques kilos. On fait que 65 000 salariés. Donc on est petit, mais on est plutôt
plutôt agile, puisqu'on est la première branche à créer une plateforme de formation digitale. Mais c'est pas le tout de créer une plateforme de formation digitale. Nous, là où on veut embarquer les entreprises dans ce défi, parce que c'est bien d'impulser, mais il faut que les entreprises suivent. Et pour qu'elles suivent, on a mis l'action sur 3 axes. C'est donc créer, nous, organisations professionnelles patronales, de créer des contenus de formation. Donc on crée des MOOC, des SPOC, des Serious Games, des simulateurs. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, donc, c'est la mise à disposition d'une plateforme de formation en ligne auquel les entreprises pourront venir et envoyer leurs salariés en formation. Et le troisième levier, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent elles-mêmes actrices de cette transformation en se disant je vais créer moi-même des formations pour moi sur cette plateforme en digital. Donc le but, c'est de créer un écosystème, et pour les embarquer là-dedans, on a créé des logiciels pour créer des cours digitaux. On a créé aussi des formations, parce qu'on ne devient pas formateur du jour au lendemain, et c'est encore plus compliqué de devenir formateur digital, c'est une autre étape, donc il y a tout un processus pédagogique à créer. Et puis la troisième étape, c'est de créer aussi un écosystème en leur donnant un panel d'acteurs, de prestataires, avec lesquels ils pourraient construire tout ou partie de leur parcours de formation. Donc c'est vraiment de se dire, on va agir sur l'offre de formation pour permettre aux entreprises de choisir, soit je le fais à la old school avec du présentiel, soit je le fais une nouvelle version avec du présentiel, parce que le présentiel il sera toujours utile, surtout avec une population d'ouvriers même qualifiés. Donc de faire du présentiel et du distanciel, et le distanciel nous permettra de faciliter l'envoi en formation. Parce qu'effectivement, dans l'envoi en formation, ce qui est compliqué, c'est aussi de dégager du temps pour le salarié. Et plus on réduit ce temps de formation en classe, et mieux c'est. Donc voilà, on embarque nos entreprises là-dedans. On est le premier de cordée. Voilà. Alors, parallèlement à tout cela, effectivement, il y a un bouleversement avec l'évolution réglementaire et les OPCA qui vont bientôt devenir des OPCO, donc des opérateurs de compétences. Comment finalement accompagner cette évolution qui remet la formation dans la main des entreprises? Je vous laisse réagir sur ce point, et puis après on écoutera effectivement Gaël Fouillard sur la vision qu'il a de cette évolution. La transformation d'OPCA en OPCO, c'est très technique. Je vais endormir la salle. En plus, c'est juste après le déjeuner. Non, ce qui est important, c'est de se dire, sur la formation, on doit tous être acteurs. Donc nous, branches, parce que les OPCO, au final, ne sont que des outils. C'est pas eux qui décident. Ceux qui décident, c'est les branches qui insufflent une politique de formation. On crée des diplômes, on aide au financement, on crée une offre de formation sur le terrain, pour qu'on soit sur le plateau des 1000 vaches en Corrèze ou qu'on soit à Paris, qu'on accède facilement à cette formation, ça c'est sûr. Et les deux autres acteurs, c'est les entreprises. Donc nous, notre responsabilité, c'est d'impulser une politique volontariste. La France investit beaucoup, d'une manière générale. On a des chiffres comparables avec l'Allemagne, sauf que l'Allemagne, elle, investit plutôt dans des machines. Nous, on investit plutôt en R&D. Il faudrait qu'on continue à investir encore plus en matière de formation, parce que la formation, faut vraiment le considérer comme un investissement. Donc le deuxième acteur, c'est l'entreprise. Et moi, ma responsabilité, c'est de convaincre les entreprises d'y aller. Et le troisième acteur, c'est le salarié. Le salarié, c'est le sens de la réforme, c'est être acteur de son parcours professionnel, c'est la liberté de choisir son avenir. Donc effectivement, là aussi, il faut qu'on opère une révolution dans nos mentalités, où effectivement, en France, le constat, c'est ceux qui se forment, c'est ceux qui ont le moins besoin d'être formés. C'est vous, moi, c'est les cadres. Et là-dessus, il faut qu'on arrive à changer de paradigme et à dire à l'ouvrier qui a pu être en échec scolaire ou qui n'a pas été en échec scolaire, si, mon gars, il faut que tu te formes, tu vas pas faire forcément toute ta carrière dans la même entreprise, et quand bien même tu le ferais, tu feras pas le même métier tout au long de ta vie. Donc pour ça, il faut que tu évolues, il faut que tu partes en formation, mais ça c'est aussi, dans le défi qu'on a, c'est aussi ça, c'est réussir à changer les mentalités. Donc ça c'est du quotidien, il faut labourer le terrain, et du coup je pense que ça influence aussi les écoles en formation initiale, c'est de se dire, les gars, vous sortez avec un beau diplôme, mais ça ne sera pas suffisant. Tout au long de votre vie, il faudra revenir nous voir pour se mettre au goût du jour des nouvelles compétences. Parce qu'aujourd'hui, on a tous nos chiffres. La plupart des métiers de demain, de 2040, n'existent pas en tout ou partie.
Donc ça, il faut le concevoir, et donc il faudra concevoir les formations et accompagner les gens pour rentrer là-dedans. Gaël Fouillard, justement, comment faire en sorte que la relation entre les entreprises, d'une part, les régions qui ont la compétence orientation et les écoles donc en charge de la pédagogie, comment faire en sorte que cette relation soit plus efficace et, in fine, que les salariés les moins diplômés puissent justement se prendre en charge et arriver à trouver des postes adéquats? Alors, ce qui est sûr, c'est que le sens de la formation, de la réforme, vous l'avez dit, va dans le sens d'autonomiser, de donner la main aux salariés. Et effectivement, le constat qu'on a tous fait, c'est que les salariés les plus diplômés, les plus qualifiés sont ceux qui consomment le plus de formation, ce qui est un des paradoxes et une des difficultés aujourd'hui au niveau national. Alors, peut-être j'ajouterai un quatrième acteur qui sont les organismes de formation et en particulier les écoles. Alors, plus sur la formation initiale, mais de plus en plus aussi sur la formation continue. Et effectivement, aujourd'hui, ce que nous, on attend des entreprises, c'est ce que vous avez dit, c'est sur les branches, la capacité à se mobiliser, à impliquer les entreprises dans l'investissement qu'est la formation et dans définir les compétences d'aujourd'hui et, si possible, de demain. Et on est conscient de la difficulté puisqu'on a fait l'exercice nous plusieurs fois avec certaines branches, avec certaines entreprises sur des projets de formation. Et dès qu'on essaye de regarder à 3, 4, 5 ans, on nous dit déjà dans 5 ans, on ne sait pas trop. Or nous, notre échelle, alors école en formation initiale, on forme aujourd'hui les gens qui vont sortir dans 3, 4, 5 ans. Donc déjà aujourd'hui, sur la formation initiale, on est en difficulté pour trouver les compétences de demain. Ce qui nous amène d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure sur le type de compétences qu'on recherche aujourd'hui, à travailler par exemple sur la capacité à apprendre. Puisqu'on ne sait pas ce que sera la compétence demain, autant former les gens à ce qu'ils soient curieux et en capacité de s'auto-former, en tout cas de se prendre en main et d'identifier quand ils ont des lacunes pour aller chercher les compétences complémentaires. Donc si je reviens à la formation professionnelle aujourd'hui et la formation continue, on attend vraiment des branches, qu'il s'agisse de l'industrie papetière ou d'autres, de nous guider, de nous aider. On espère aussi qu'elles vont avoir la maturité pour aller chercher les autres acteurs, dont les organismes de formation, pour les accompagner dans cette voie. Juste à titre d'exemple, sur la formation continue aujourd'hui à GEM, la quasi-totalité de nos certificats ou de nos formations diplômantes s'appuie sur des titres RNCP. Donc là encore, on a des sujets peut-être un peu techniques, mais pour la plupart d'entre vous, ça doit parler. Il s'agit donc de certifications qui sont reconnues au niveau national, certifications professionnelles, pour lesquelles nous avons l'obligation, et c'est heureux, chaque année d'organiser des comités de perfectionnement avec les entreprises, avec nos diplômés, avec les employeurs de nos diplômés, pour vérifier que les certifications que nous proposons sont en adéquation avec les demandes du marché. Donc il existe déjà une culture dans certains organismes de formation et dans certaines branches, de travailler cet élément-là. Demain, il faudra qu'il existe partout, et c'est à mon avis un des enjeux au niveau de l'organisation. Après, au niveau individuel, il y a un changement de culture, vous l'avez dit, et je pense que un des risques, c'est qu'on n'accompagne suffisamment pas les salariés, notamment en bas niveau de qualification, pour qu'ils s'intéressent et qu'ils investissent eux-mêmes dans leur formation. Monsieur Dufour, vous souhaitiez... Juste avant qu'Emmanuel prenne le micro et qu'il piaffe d'impatience, oui, effectivement, nous, notre responsabilité de branche, ça a été de créer ces titres. On a créé des CQP, des certificats de qualification professionnelle, on en crée d'autres. Justement, c'est des formations, c'est des titres, c'est des diplômes, grosso modo, pour parler langage commun, qui ont été créés par des professionnels pour des professionnels. Et ça s'adresse justement à une population ouvrière. Donc notre responsabilité, c'était justement ça. On n'a pas créé le CQP de directeur de business unit. On a créé ça, et c'est vraiment cœur de métier, et c'est un outil formidable pour la compétitivité de nos entreprises et pour l'employabilité de nos salariés. Voilà. Et la réforme va nous obliger à malheureusement peut-être les scinder en faisant des petits blocs de compétences, parce que partir sur des formations lourdes qui peuvent durer 200 heures, ça va être plus compliqué, ça va être moins bien financé. Donc charge à nous d'essayer de faire, c'est la théorie de l'évolution. La réforme de la formation, c'est ça. C'est ceux qui survivront, ça sera ceux qui, parmi les OF, les CFA, les organisations professionnelles, les entreprises, arriveront à s'adapter.
Alors, Emmanuel Lavergne, vous avez une grande expérience avec les relations avec les entreprises et justement sur la façon dont elles peuvent faire face à ces recrutements. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et notamment sur les solutions je crois que vous voulez parler des pipelines de recrutement pour plus d'efficacité. Oui, 2 minutes. J'ai envie de poser une question à la salle, si vous permettez, Paul. C'est qui d'entre vous rencontre des difficultés de recrutement? Ah, c'est bien, il y en a qui arrivent encore, super. C'est la bonne nouvelle en tout cas. Je voudrais juste citer, on peut reprendre juste 3 chiffres pour fixer le paysage. Si on peut prendre la slide que j'avais mis avant. La première chose qu'il faut savoir, c'est que une étude Accenture montre que le recrutement apparaît comme la 2e difficulté au développement des entreprises. Après, je vous donne dans le mille, la concurrence. Donc la concurrence, a priori, ça existe toujours. Mais donc le recrutement, c'est la 2e. La 2e chiffre que je voudrais citer, c'est 200%. 200%, c'est le coût du salaire annuel que vous coûte le départ et le remplacement derrière à même niveau d'un collaborateur clé. Il faut juste le comparer à 5 à 10% d'investissement dans du développement et dans de la formation. Donc, regardons aussi cette logique-là. Le 3e chiffre que je voudrais citer, c'est celui qu'utilisent tous les cabinets de recrutement aujourd'hui, qui est devenu un standard. C'est à partir du moment où moi, candidat, je pose, les jeunes me diront s'ils sont OK. C'est à partir du moment où je pose ma candidature, derrière, il faut que le processus de recrutement se termine 21 jours après, 3 semaines. Ça veut dire une énorme agilité. Et donc, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, en synthèse, je pense que sur le recrutement et sur la gestion des compétences derrière, c'est une démarche complète qu'il faut entamer. J'aime pas le « il faut » parce que ça fait trop incantatoire, mais parce que le pouvoir est de passer du côté, comme tout à l'heure Larisa l'a dit, du côté des candidats. Ce n'est plus nous, employeurs, qui avons le pouvoir, ce sont les candidats aujourd'hui, ce sont les talents qui sont sur le marché. La 2e remarque, c'est que du coup, si j'ai cette logique de marché, c'est parce que derrière, je dois appliquer des techniques qui sont celles, on en a parlé ce matin avec DS Smith, je crois, des techniques de marketing appliquées au monde des ressources humaines. Et la 3e caractéristique, c'est que tout ça les appliquer, et si on veut le faire de manière authentique, c'est pas simplement en phase de recrutement, c'est dans tout le pipeline, comme dit Paul, des compétences. J'ai essayé un exercice, de vous proposer un petit exercice, mais j'ai envie quand même de vous poser une question avant, encore, c'est quand vous recrutez quelqu'un, qui d'entre vous va voir sur Google, sur LinkedIn ou sur Facebook son profil? Non mais levez franchement le doigt, quoi. Ah ouais? Ok. Normalement, tout le monde lève la tête. Alors, c'est peut-être parce que vous recrutez pas, mais en fait, les jeunes, ils sont à 78% à aller dessus avant, derrière. Et du coup, si on peut passer à la planche suivante, moi, je voudrais vous dire qu'au départ, ce que je voudrais vous proposer, c'est que c'est une démarche complète qui s'appuie sur une logique de théorie des motivations. La motivation aujourd'hui d'un jeune, et vous l'avez exprimé derrière, la première, c'est la 2e marche, c'est un escalier, puis en termes de recrutement et de gestion des compétences, l'escalier se balaye par le bas. Parce qu'au départ, ce que le jeune il veut voir, c'est voir justement. C'est voir ce qui va se passer après, avoir une visibilité. Et ce qu'il va rechercher dans l'entreprise, c'est 3 choses, vous l'avez évoqué. C'est une ambiance de travail tout à l'heure, un environnement qui va lui plaire, et c'est être quelque part inclus dans un groupe, faire partie de ce groupe. Ça, vous regardez toutes les études, et il y a des spécialistes parmi vous, bien sûr, de la motivation. Vous allez commencer par cette logique de dire « je veux faire partie d'une communauté ». C'est d'ailleurs la raison d'incubateur et autres, mais je pourrais développer pendant des heures. La 2e caractéristique, c'est qu'il va vouloir se développer lui-même et apprendre. Et là, la formation devient un des outils, évidemment, centraux, mais je veux être mis en situation de développer mes compétences et de grandir. Et que je sois millénial ou que je sois génération X, c'est pareil quand on cherche bien. La 3e étape, c'est je veux l'autonomie, je veux le pouvoir d'agir. Et je ne veux pas attendre, moi je me souviens dans une industrie ultra complexe dans le nucléaire, sur lequel on recrutait des alternants, et les alternants nous disaient je veux passer d'un site à l'autre. Mais attends d'abord, nous disaient les tuteurs, de rester dans le site, d'apprendre ton métier, puis après tu verras. Non, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'ils bougent tout de suite, quitte à revenir après. Donc pouvoir d'agir, et pas exécuter des consignes, mais être dans des situations de lab, d'innovation, de créativité, et d'être écouté. Et la 4e, bien sûr, la 4e source de motivation, c'est, et pour ça, tout ça pourquoi ?
c'est le why. C'est plus simplement le comment on fait, quelle procédure je suis, mais c'est pourquoi je le fais. Alors je peux rapidement vous donner quelques exemples de la manière dont ça se passe. Si Paul veut bien appuyer sur la première slide. Je ne développerai pas tous les exemples parce que du coup, c'est quelle réponse nous donnons. D'accord ? La première marche pour voir, c'est évidemment la question de la réputation que vous avez. Je vous disais tout à l'heure, 78% vont voir sur les réseaux sociaux, et ils vont voir sur les réseaux sociaux ce qu'on dit de nous, employeurs, ce qu'on dit de vous, employeurs. Est-ce qu'on en dit du bien, est-ce qu'on n'en dit pas bien ? Alors, vous avez évidemment, je regardais, vous avez vous cherchez des stagiaires, vous avez Happy Trainee, tout le monde va voir sur Happy Trainee aujourd'hui. Je regardais la Française des Jeux, pardon, vous allez sur le site de la Française des Jeux, sur leur page, sur leur site recrutement, ils mettent évalué 4,05 sur Happy Trainees. Bon, c'est tout, ils le mettent. Je ne sais pas si cela rapporte plus de stagiaires, mais c'est sûr que de toute façon, ça devient un argument quelque part de vente. La deuxième chose, donc, c'est la question de la réputation. Et la réputation, elle se fait lentement, donc c'est du temps long, et elle se défait très vite aussi. Mes camarades, quand j'étais DRH sur une business unit à Nantes, mes camarades d'Airbus, ils n'arrivaient plus à recruter parce qu'ils avaient fait un plan de départ. Et recruter après un plan de départ, même 2 ans après, quand on est dans un ancrage local fort, ça devient beaucoup plus dur. Autre élément, c'est la présence. Présence sur les salons digitaux aussi. Présence sur les réseaux sociaux. On pourrait développer, s'il pose la question aussi de nos campus managers, c'est la présence aussi dans les salons physiques. On parlait tout à l'heure ce matin du Figital. Danone, par exemple, une boîte comme Danone, revient sur les salons physiques après s'en être éloigné. Et puis le point le plus important, et ça je pense que découvrant grâce à Isabelle les industries papetières dans lesquelles j'avais effectué un stage de fin d'études, pas très loin d'ici, je trouve que vous avez de super arguments pour faire de ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire on va plus passer des annonces, on va pas chercher les gens, on va les faire venir chez nous. On va les faire venir chez nous. Alors vous allez faire venir chez vous comment ? Vous allez organiser des visites d'entreprise, parce qu'il y a de belles choses à voir, et les machines, la qualité des machines, la qualité technologique, la fiabilité, les enjeux aussi environnementaux que vous gérez par la biosource, par le recyclage aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui parle, on va le voir après. Donc pour moi, ça c'est des éléments qui me paraissent vraiment essentiels. Moi, on avait fait un jeu aujourd'hui quand j'étais chez Naval Group, par exemple. On fait venir des jeunes de grandes écoles pour aller dans un simulateur de centrale opération de sous-marins, par exemple. Alors là, ça en jette. On ne peut pas toujours faire ce genre de truc et on ne peut pas accueillir tout le monde non plus là-dedans. Mais c'est quelque part, on est sur une logique de jeu. On pourrait en citer plein d'autres exemples. Si je fais ça, du coup, je vais pouvoir regarder l'escalier par le haut et je vais voir l'étape d'après, moi, candidat. Donc je vais pouvoir dire, je vais rentrer dans un processus et je vais passer par une évaluation Glassdoor, quelques-uns connaissent. Si vous ne connaissez pas Glassdoor, c'est le TripAdvisor, d'accord, du recrutement. Donc j'ai 5 étoiles, j'en ai 3, j'ai des commentaires sur les salaires, j'ai des commentaires sur l'ambiance de travail et autres. Alors en France, on utilise beaucoup plus d'outils. Moi, je connais beaucoup plus le Canada sur Glassdoor, mais Glassdoor est très utilisé aussi en France. En France, on utilise beaucoup Great Place to Work. Et quelques autres, type Trendance, Universum et autres. Donc ces classements, ils sont extrêmement intéressants. Et ce que je vais rechercher, c'est une logique de reconnaissance dans l'inclusion. Alors c'est pour ça qu'on arrive sur des processus de recrutement qui vont des processus. J'ai fait rentrer la personne, elle est venue faire un jeu chez moi. Okay. Elle a visité l'entreprise et elle va rencontrer des personnes de l'équipe dans laquelle elle pourrait travailler. Et à ce moment-là, on n'est plus sur un processus de recrutement one-to-one avec le DRH à contre-jour qui vous reçoit et qui vous impressionne, bien sûr, au départ, mais plutôt sur une logique de est-ce que tu as envie de bosser là ? Et on est dans un processus qui est un processus presque inversé, on va dire, de sélection. On va retrouver l'environnement. L'environnement, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est la question de l'équilibre du work-life balance, notamment. Mais c'est aussi l'environnement technologique. Quand je dis environnement technologique, c'est aussi les outils que vous mettez à disposition, c'est la capacité d'avoir des outils informatiques qui soient performants, c'est les questions d'environnement social au sens de relations sociales également, et on pourra citer beaucoup d'autres exemples. Et vous allez aussi regardez bien les leaders.
Vous avez envie de les suivre, vous n'avez pas envie de les suivre. Ils sont exemplaires ou ils ne sont pas exemplaires. Ça, on en a tous l'expérience. C'est des éléments qui sont importants. Et ça, merci aux millénials qui nous rappellent effectivement ce genre de choses. Juste un point quand même sur le recrutement. Il faut savoir que 70%, je crois, ou 80%, j'ai plus le chiffre en tête, mais je vous garantis que c'est dans ces chiffres-là, qui ont une mauvaise expérience dans le processus de recrutement, en parlent. Ça interroge. L'étape d'après, c'est d'apprendre. Alors là, je prends l'exemple on a beaucoup parlé formation, je vais pas revenir dessus, mais il y a tout le sujet que vous pouvez traiter aussi avec, y compris, je rajoute aussi un autre acteur qui est quand même les régions aussi, qu'il faut rajouter, que vous avez évoqué dans les différents acteurs. Nous, quand j'étais chez Campus, chez Naval Group, nous avions commencé à lancer, ce qui est maintenant en œuvre, un campus naval sur plusieurs régions. Pour attirer des gens dans le domaine de l'industrie, navale, dans des métiers d'ouvriers, sur lesquels on avait du mal à recruter, ça en fait partie. La valorisation de l'expertise aussi. Là, j'ai mis des exemples, type ce qui se fait dans la valorisation des experts, de les faire intervenir dans des conférences, dans des salons. C'est des éléments qui sont extrêmement valorisants, mais aussi des différents niveaux d'expertise aussi que vous pouvez avoir sur du spécialiste, de l'expert senior, des rencontres d'experts. Un expert qui ne rayonne pas, c'est pas un expert. Donc faites-le rayonner et il va vous apporter aussi une vraie valeur ajoutée. C'est l'évolution aussi que vous proposez. Alors l'évolution, c'est pas forcément de l'évolution de carrière statutaire, ça peut être aussi de l'évolution au sens de ce qu'un anglo-saxon appellerait, je sais pas comment on le dit en France, mais stretch assignment. C'est-à-dire quelque part, qu'est-ce que vous lui donnez en plus de son job s'il a envie de le faire. S'il a envie de le faire, laissez-le ou laissez-la agir. Voilà, le pouvoir d'agir, c'est l'impact, c'est l'innovation aussi, c'est lancer des possibilités aussi de participer à des sujets d'innovation. Et puis c'est aussi, surtout, ça nous amène à penser notre processus RH avec fille des job descriptions. Cherchons pas à lister forcément toutes les tâches qu'il y a à faire, disons à quoi je sers. Et à ce moment-là, laissons-le ou laissons-la agir à l'intérieur. Donc dans le monde anglo-saxon, on revient beaucoup plus sur cette notion de rôle. À quoi tu sers ? Voire de rôle que je m'auto-assigne dans certains cas, pour aller sur une logique de, à ce moment-là, moi je l'organise comme j'ai envie de l'organiser à l'intérieur. Voilà, simplement en interaction aussi. Le dernier point est l'impact. C'est l'impact que je peux évidemment avoir sur la société. Donc, on pourrait prendre plein d'exemples, mais je suis déjà très bavard. Dernier point, c'est que l'escalier, quand on le regarde du bas, on va regarder jusqu'aux questions de RSE. Alors, on en parlera, je pense, peut-être que tu vas en parler tout à l'heure, mais c'est un sujet qui est important. C'est est-ce que l'entreprise est socialement responsable, mais de manière authentique et pas de manière fake, si j'ose dire. Donc là, les évaluations type, j'ai cité le label Lucie en France, par exemple, mais des évaluations de RSE, c'est un sujet qui est extrêmement important. Alors, au travers de la RSE, c'est quoi ? C'est j'ai envie de rejoindre une boîte sur laquelle je peux accompagner mes cousins, ou quelqu'un peut accompagner ses cousins, ou ce cousin qui est atteint d'un cancer. On a tous dans nos familles quelqu'un qui est atteint d'un cancer. Donc comment est-ce que l'entreprise met en place des systèmes pour accompagner ce qu'on appelle les aidants ? Donc ça, c'est un sujet aussi de dialogue social qui est aujourd'hui extrêmement important, mais c'est aussi le rayonnement à l'extérieur en termes de bénévolat de la part de l'entreprise. C'est aussi, est-ce que je me mets mes centimes d'euros de côté ? Mais l'entreprise qui met vos responsables RH de paye, vous mettez quelques centimes d'euros, proposez aux salariés de mettre quelques centimes d'euros de côté pour les verser à une cause associative. C'est un truc qui est extrêmement développé. Par exemple, les banques populaires l'ont fait déjà depuis un petit moment et d'autres entreprises. Ouais, et ça me donne quelque part un sens aussi qui va se retraduire par ce que j'ai appelé l'advocacy, c'est-à-dire on parle en marketing de customer advocacy, c'est-à-dire en fait le rôle d'ambassadeur ou de salariés ambassadeurs qui vont non seulement être ambassadeurs pour porter, et y compris on revient aux réseaux sociaux, votre marque employeur à l'extérieur, mais qui vont être aussi porteurs pour vous amener des recrutements aussi, valoriser ce que vous faites. Les études montrent que si vous prenez un campus manager dans le domaine digital en termes de recrutement, ça va vous apporter des résultats, certes. Vous prenez vos salariés comme ambassadeurs, les résultats en termes de cibles touchées vont être 7 fois supérieurs. Alors effectivement, on a vu que c'était très riche, toutes les solutions pour être attractif. Gaël Fouillard, de l'autre côté, côté école, justement, comment faites-vous pour préparer vos étudiants à arriver dans ce monde d'entreprise et quelles sont leurs attentes aussi ? Alors les attentes, je vais pas trop revenir dessus, on les a évoquées, les étudiants de Pagora en ont donné quelques pistes et on constate un petit peu les mêmes choses de notre côté.
On a eu l'occasion de discuter avec Isabelle avant de préparer cette table ronde. Et effectivement, la question de l'attractivité de la filière et de l'industrie au sens large, hein, parce que ça ne concerne pas que l'industrie papetière, se pose. Nous, ce qu'on voit, finalement, c'est pas mal d'opportunités. Et je pourrais donner un ou deux exemples de diplômés de GEM qui ont rejoint souvent des PME, d'ailleurs, dans l'industrie. Effectivement, par rapport il y a quelques années en arrière, je me rappelle, il y a entre 7 et 8 ans en arrière, il y avait eu une étude qui était sortie sur les attentes des jeunes diplômés en France, tout secteur confondu, et en gros, pour faire court, le job de rêve, c'était fonctionnaire. C'était la stabilité de l'emploi, c'était trouver un job permanent, ce qui correspondait aussi aux inquiétudes par rapport au chômage et donc à une vision peut-être un peu traditionnelle de ça. A énormément changé, on l'a vu aujourd'hui. La France change beaucoup, on le voit avec tout ce qui est autour des startups notamment et de l'entrepreneuriat qui est devenu, je dirais, une marotte aussi en France. Nous, ce qu'on a vu chez nos diplômés, c'est certes, on a toujours une bonne partie de nos diplômés qui veulent aller faire de la finance, aller dans le conseil, et on aura toujours des diplômés pour ce type de parcours. Ce qui me frappe, c'est la diversité en fait, parce qu'à GEM, vous avez à peu près 8000 étudiants au total, hein, tout parcours confondu. Dans le programme Grande École, qui est le programme que vous connaissez peut-être le mieux, le programme traditionnel, on diplôme à peu près 1000 étudiants par an. Donc c'est quand même un vivier assez important. Et effectivement, on a toujours donc ces parcours côté finance, côté conseil ou marketing dans la grande distribution, dans la grande conso, etc. Mais on a aussi toute une partie d'étudiants qui sont plutôt en quête de sens aujourd'hui, qui vont aller vers des entreprises parce qu'elles ont certaines activités, certains engagements. Et là, je rejoins complètement ce que vient de dire Emmanuel sur la logique d'authenticité et de discours de vérité, que ce soit par rapport au RSE, que ce soit par rapport aussi à la logique de la relation avec le client. On entend beaucoup parler de satisfaction client et de satisfaction en interne aussi, de symétrie des attentions entre qu'est-ce qu'on fait pour nos employés et qu'on aimerait qu'ils fassent pour nos clients. C'est des discours qu'on entend beaucoup et heureusement, enfin, le digital a cette vertu qu'il met cette glace et il permet de voir beaucoup plus en transparence. Alors c'est dangereux du coup quand on manipule ces termes et ces tendances sans vraiment les appliquer. Par contre, c'est très 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 puissant quand on les met en œuvre et quand ça se vérifie dans la réalité. Donc on a vraiment ces attentes-là des étudiants. Et l'autre chose que je disais sur l'industrie, de plus en plus d'opportunités, notamment chez les PME, et j'ai été frappé de découvrir, parce que moi-même je ne connaissais pas du tout l'industrie, notamment en voyant le showroom, tout ce qui est l'innovation et l'international. Il y a énormément de PME et donc nos diplômés, certains, plutôt que d'aller dans des grands groupes, préfèrent commencer dans des petites structures. Le challenge, c'est de leur faire connaître. Et là, je pense qu'on peut travailler, nous aussi, en tant qu'école, à se rapprocher des branches, à organiser des manifestations, des événements qui dans permettent... les usines. Visite dans les usines. Je pense aussi à faire venir l'industrie sur l'école. Hein. On a une fois par an un grand salon de recrutement où on a des très grandes entreprises qui viennent, mais aussi des petites entreprises locales, mais aussi des branches, mais aussi... Donc je pense que là, il y a des choses à faire pour faire connaître. Il y a des choses à faire aussi en termes d'alternance, de stage, et ça aussi, un alternant qui a une bonne expérience, en appelle d'autres, diffuse de l'information. Et aujourd'hui, moi j'ai 2-3 éléments en tête de 3 personnes qui travaillent dans des PME de la région. Une qui fait notamment des fils techniques complexes, alors ne me demandez pas exactement dans le détail, mais ils vendent notamment à l'international pour tout ce qui est aéronautique. C'est une PME au départ familiale, régionale, dans le territoire. Je ne pense pas qu'aucun de nos étudiants aurait eu l'idée d'aller chercher là-bas. Ça s'est fait par hasard. Mais aujourd'hui, un jeune diplômé qui va dans ces boîtes-là, il a des expériences très riches en termes d'innovation, en termes d'international. Et j'insiste sur ces 2 points parce que c'est des attentes fortes. Et des possibilités aussi très rapidement d'évoluer vers des postes avec plus de responsabilité, plus d'autonomie, sans être forcément directeur d'ailleurs, hein, mais dans leur périmètre. Et du coup, on a des retours très forts. Donc valoriser ces retours-là, les mettre en avant, c'est aussi nous ce qu'on peut faire en tant qu'école pour diffuser le message qui, encore une fois, va rencontrer un écho, je pense, particulièrement avec les générations actuelles. Très bien, alors on va peut-être laisser la parole à la salle s'il y a des questions de personnes qui souhaitent réagir, rebondir. Pas de questions ?
Oui, alors Monsieur de Galambert. Mais moi, j'aimerais en tout cas faire part encore de quelques réflexions. L'une, quand vous avez demandé de lever le doigt pour ceux qui avaient des difficultés de recrutement, juste pour partager des chiffres européens, parce qu'on l'a fait, l'enquête, au sein de l'industrie. 75%, 3 entreprises sur 4 anticipent des difficultés de recrutement d'ici les 2-3 années à venir. C'est énorme. 3 sur 4, donc c'est assez phénoménal. Deuxième constat qu'on a fait, finalement, c'est pas tant des expertises techniques pointues qui manquent, c'est ce qu'en anglais on appelle STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, et les langues, qui sont les éléments importants et qui deviennent manquants dans les curriculums qui sont délivrés pour le moment dans le secteur. Donc finalement, il ne faut peut-être pas s'orienter sur des techniques extrêmement pointues, mais au moins de donner ces les langues et les bases-là. Mathématiques. Sciences, ingénierie, technologie, mathématiques, STEM et les langues. Et les soft skills au sens large, communication notamment. Alors j'allais dire, dans il y a management. tout le volet soft skills, ce qu'on appelle soft skills en anglais, je ne sais pas comment on le traduit en français, être orienté résultat, la capacité de leadership, la capacité de travailler en équipe, ces éléments-là aussi sont des éléments qui méritent à être apportés au travers des formations. Et ce qu'on a constaté également et qui est extrêmement intéressant au plan européen, c'est qu'il y a toute une série de formations traditionnelles qui existaient dans le domaine qui nous intéressent, et notamment la formation d'ingénieurs forestiers, etc., et papetiers, qui sont en déclin et où on observe dans les institutions, et c'est amusant de voir que le premier constat de ce genre a été fait en Finlande à l'université d'Aalto, c'est de dire la faculté d'ingénierie forestière perdait de la clientèle et de l'attractivité d'année en année. Ils ont changé le curriculum, ils ont changé le label, ils ont fait quelque chose en matière de produits biosourcés et ils ont inversé la tendance. Donc ils ont vraiment capté le sens du vent et ils se sont adaptés extrêmement agilement, si je peux dire, à cette nouvelle tendance. Moi, j'avais une question pour Emmanuel Lavergne par rapport aux compétences, enfin la démarche complète que vous avez évoquée tout à l'heure. Dans une filière comme la nôtre, donc 1300 entreprises, 70 000 salariés, où quasi toutes les entreprises connaissent la même difficulté d'attractivité, de formation, d'adaptation des compétences. Qu'en est-il de la répartition de l'action collective au regard de l'action individuelle par entreprise ? En quoi la branche, ou en tout cas la filière, donc à travers des organisations comme l'UNIDIS, comme la TIP, comme la FIFA, enfin nous avons multiples organisations, peuvent accompagner la filière et qu'est-ce qui relève vraiment que de l'entreprise ? C'est une superbe question. Je pense que sérieusement, c'est vraiment une super question. Moi, je l'ai vécu dans l'industrie, dans le bassin nantais. Le bassin nantais, c'est le 3e bassin industriel de France, hein, donc c'est quand même une belle zone, où j'avais la chance, si j'ose dire, à un moment donné, d'être du côté des grands donneurs d'ordre. Donc ça va, on n'avait pas de mal à recruter. Et puis dans les autres sites, je crois qu'il y a des gens du Cotentin aussi par là, sur Cherbourg par exemple, c'était pas un problème pour recruter. Sauf que, en fait, on se rendait pas compte à un moment donné qu'on était en train d'assécher le bassin d'emploi. Qu'on était en train de piller les sous-traitants et on fait 40% d'activité. Donc en fait on est passé, je crois que la branche a un rôle fondamental, et je faisais partie d'ailleurs à ce moment-là du comité de directeur de la métallurgie, et on a mis en place effectivement des programmes qui sont à la fois des programmes qui sont super intéressants. Moi je crois beaucoup à la GPEC territoriale par exemple, parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes au cœur des territoires, vous avez une industrie qui rencontre des difficultés et une autre qui a des opportunités, et donc là on peut faire des péréquations avec la sécurisation de parcours professionnel à la clé, donc ce qui est quand même de très beaux atouts. L'autre, c'est une question de temps long. C'est une question d'apprentissage. Moi, je me souviens quand on parle de temps long, d'une dame qui appelle un jour mon responsable du recrutement en disant est-ce que vous recrutez toujours des jeunes en alternance ? Et bon, oui. Et alors, est-ce qu'ils sont toujours en internat ? Et en fait, parce qu'il y a des années avant, on avait un système sur lequel ce qu'on appelait les écoles de formation technique, pour ceux qui connaissent le monde en question, formaient des jeunes. Mais tout ça, c'était resté à tel point que mon complice d'Airbus Nantes me disait t'as de la chance, toi, parce que derrière, t'as toujours encore, des années après, une image sur laquelle les meilleurs qui réussissaient les concours d'entrée allaient chez toi et pas chez moi. Donc je crois que derrière la question de temps long et cette question de réputation,
est un sujet qui est important, et de le faire collectivement dans le cadre de la branche me paraît fondamental, surtout quand on est éclaté. Et là, moi je plaide coupable pour ce que j'ai pu faire parfois, y compris à nos sous-traitants, parce que c'est un sujet qui est collectif. C'est pas un sujet qui est si moi je pille mes sous-traitants, ben c'est mes clients derrière qui vont subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, je me permettrai juste de rajouter ça, c'est la question du temps court. Je disais tout à l'heure 21 jours pour un processus de recrutement, ok, mais il faut savoir aussi que le temps court, c'est aussi le temps de les prendre le plus tôt possible. Et le sujet de l'alternance, c'est un sujet majeur aujourd'hui, et c'est même avant. Nous avons fait des présentations des métiers dans classe de 3e, par exemple. D'accord, et ça, c'est les stages de 3e, j'y crois pas, mais les présentations des métiers, c'est super important parce qu'en fait, ils y retiennent quoi? Les papeteries, ils les voient jamais. Mes usines que j'ai connues dans le domaine naval, ils les voient jamais. Par contre, ils voient du BTP parce que c'est dans la rue d'à côté. Et ça, ils savent ce que c'est. À peu près comme métier, ils ont envie ou ils n'ont pas envie, c'est autre chose. Par contre, il faut que nous ouvrions effectivement nos environnements. Et des journées portes ouvertes que vous pouvez faire dans vos industries, il y a de très belles choses à voir. Waouh, ça fait quand même des super effets. Et là, on sent les choses. Et on sent physiquement, on n'est pas dans les réseaux sociaux, on n'est pas dans le monde virtuel, on est dans le monde réel. Pour peu que vous ayez des salariés qui sont fiers, et là, on termine sur cette conclusion. Moi, je pense que tout ce processus d'engagement, de marque employeur et de compétences est aussi pour amener des gens à être fiers de travailler pour nous, de travailler pour vous, et du coup de devenir aussi les avocats de votre métier. Donc c'est un travail qui est vraiment collectif pour moi. Merci beaucoup. Alors justement, des étudiants, il y en a par ici, pas très loin. Je vous invite justement à participer donc au workshop avec des jeunes d'école et de CFA papetiers d'un peu partout en France. Donc c'est l'occasion justement de les rencontrer, de discuter, d'échanger. Donc voilà, je vous remercie encore pour la qualité de votre intervention et je vous invite à découvrir ces étudiants. Merci.